Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous accueillir dans notre nouvelle émission. Et pour cette première, nous avons posé nos valises au Maroc, plus précisément à Rabat, où le jardin zoologique a ouvert ses portes en janvier 2012. Et sans plus attendre, je vous invite à découvrir les animaux, mais aussi ceux qui s'en occupent. A tout de suite. Là, il nous lance des choses. Hop là. Oh là. Mais c'est pas gentil, Tarzan, hein? Alors là, c'est que du bonheur pour Monsieur Hippopotame. C'est un petit magot? Exactement, une femelle. Qu'est-ce qui lui arrive? Il a eu des plaies traumatiques. Alors on s'apprête à rentrer dans le zoo de Rabat où j'ai rendez-vous avec un personnage fort sympathique, le docteur Sali, que j'aperçois justement. Bonjour docteur. Bonjour merci madame. Beaucoup de nous accueillir. Merci à vous, vous êtes la bienvenue au Merci. Jardin zoologique national. Alors vous êtes le directeur zoologique, vétérinaire et technique du zoo de Rabat. Et j'aperçois tout de suite cet énorme lion qui j'imagine est le lion de l'Atlas. Alors c'est le symbole du zoo? Oui, effectivement, vous êtes à la rencontre sauvage maintenant au Jardin zoologique national et le lion de l'Atlas, c'est l'emblème de notre zoo. Et cette espèce donc, qui a disparu de la nature, donc à l'état sauvage au début du siècle dernier, et le zoo de Rabat, donc, il détient la plus grande population de lions de l'Atlas en captivité au niveau international. Il est spécialisé en présentation de faune africaine, donc vous allez le découvrir donc, dans le zoo. Et donc nous avons les 3 classes d'animaux qui sont connus dans différents zoos. Il y a les oiseaux, les mammifères et les reptiles. D'accord. Nous avons une centaine d'espèces et environ 1600 spécimens. Le Jardin zoologique national de Rabat, il a été conçu sur des normes et standards internationaux en matière de présentation des animaux, de bien-être de ces animaux, sur le principe d'immersion, c'est-à-dire on plonge le visiteur dans un environnement naturalistique. Il y a une présentation multi-espèces, il n'y a pas de barrière, on a l'impression qu'on est dans la nature. C'est ça, donc on est à la rencontre sauvage. Alors cela nous ramène à parler des missions. Et il joue pleinement donc, son rôle en matière de conservation, surtout les espèces autochtones. La conservation dans le sens de la multiplication des espèces pour pouvoir un jour les relâcher dans la nature, etc. Et il joue un rôle relais entre tout ce qui se trouve dans la nature et tout ce qui se trouve au zoo. Deuxième mission, c'est la récréation. Donc le zoo, il offre donc toutes les infrastructures pour récréation, donc, et là où le visiteur peut se trouver dans un environnement verdoyant et attractif. Et la mission de la recherche sur la faune sauvage, la mission de sensibilisation, et cela, donc, le zoo de Rabat fait partie donc, de circuits touristiques pour les citoyens de Rabat et au niveau national. Donc nous recevons donc, tous les visiteurs à travers tous les territoires nationaux et à travers donc, la mission de sensibilisation, nous essayons de passer donc, les messages pour l'éducation environnementale, la protection de l'environnement et des animaux. Puis, sans oublier bien sûr la mission de recherche. Et cette recherche, elle est axée sur la conservation, sur la protection des espèces animales.
nous avons 5 zones au niveau du zoo de Rabat. D'ailleurs, on peut voir les panneaux, désert, savane. Oui, nous sommes dans la zone de la montagne de l'Atlas. C'est là où on présente les animaux donc, de montagne et de l'Atlas pour refléter l'écosystème de montagne. C'est là où nous avons les mouflons à manchettes. Nous avons la zone de désert. Avec la présentation des espèces animales qui vivent dans le désert, les adax, les antilopes sahélo-sahariens, les gazelles torcas, les damamors, les oryx algazelles. Vous allez découvrir que parmi les principes de conception du jardin zoologique, c'est la présentation multi-espèces avec une immersion, donc une présentation naturelle. Comme vous voyez, donc, nous sommes à la montagne de l'Atlas. Si vous voyez les mouflons à manchettes, le visiteur ne voit pas de barrière. On a l'impression qu'on peut les toucher, qu'on peut vraiment, et on peut les voir sans obstacle, sans grillage. Et les animaux, ils se sentent dans un environnement naturel et c'est ça donc l'avantage du jardin zoologique national. Ah non, mais c'est magnifique parce qu'on a vraiment l'impression d'y être, quoi. Exactement. Là, effectivement, on a aussi l'impression de rentrer dans un peu une grotte. Oui, c'est comme une grotte et c'est là où on présente quelques animaux, des mangoustes, des génettes, des écureuils, etc. Et on a l'impression qu'on est dans la nature. Et il y a la forêt tropicale, donc avec un cortège végétal très dense. C'est pour refléter la forêt tropicale africaine. Et c'est là où on peut rencontrer les chimpanzés, les singes patas. Nous avons une grande volière visitable que les visiteurs peuvent donc entrer dans cette volière et voir une diversité d'avifaune. Vous avez des grands rapaces. Il y a des volières pour les grands rapaces, les vautours, les aigles et les milans. Et la zone, donc la savane, avec la présentation des grands mammifères de l'Afrique, les éléphants, girafes, rhinocéros, etc. Et il y a la zone des marécages, c'est là où on trouve les hippopotames, crocodiles avec les antilopes des zones marécageuses. Nous avons une ferme pédagogique, c'est là où il y a les animaux domestiques que les enfants peuvent toucher, donc quelques animaux domestiques, des chèvres mohères, des chèvres naines, etc., des poneys, des dromadaires, des lamas. Et nous avons un centre éducatif donc, pour le programme éducatif que les enfants peuvent avoir, donc un programme éducatif de sensibilisation, de la pédagogie vis-à-vis de la protection de l'environnement, des animaux et des biotopes. Donc dans le jardin zoologique national, il y a des multitudes d'écosystèmes qui reflètent la nature et c'est un mixage entre la faune et la flore. On peut savoir à peu près sur quelle superficie on est? Oui, la superficie totale du zoo c'est 50 hectares et nous sommes sur le module du zoo du jour. Donc c'est là où il y a les 5 zones. D'accord, très bien. Ben alors on va aller les découvrir les unes après les autres. Docteur Azizi. Exactement, bonjour, Enchantée, comment vas-tu? Bah, vous allez bien? Très bien, je vous remercie. Alors vous êtes, si j'ai bien compris, le vétérinaire en chef du zoo, c'est ça? En fait, on est 3 vétérinaires au niveau du zoo. Il y a le directeur qui est vétérinaire, on est 2 sur le terrain. 3 vétérinaires pour 1700 animaux? Bah Comment oui, vous faites? bah, on a une équipe qui se constitue de chefs animaliers, techniciens, animaliers soigneurs. D'accord. Alors vous, votre rôle en tant que vétérinaire, puisque si j'ai bien compris, donc il y a différents métiers et chacun a une tâche particulière. Exactement. Donc vous, c'est quoi précisément votre rôle? En fait, le vétérinaire, il assure d'abord la médecine proprement dite, c'est-à-dire on observe, on examine, on traite les animaux. On fait de la médecine préventive. D'ailleurs, j'ai une surprise pour vous. Et on assure également l'alimentation. Parce que vous savez, il y a une grande partie des pathologies
qui atteignent les animaux sauvages viennent de l'alimentation. D'accord, parce qu'elles sont différentes de ce qu'ils trouvent dans leur milieu naturel. Exactement, et cela dépend des saisons, du stade physiologique des animaux. Alors là, moi, j'y tiens plus, donc on va tout de suite aller voir la surprise. D'accord, sans problème. Allons-y. Alors là, on est dans une zone habituellement interdite aux visiteurs, puisqu'on le voit, nous sommes derrière les enclos des lions, en l'occurrence. Alors c'est quoi cette surprise? Vous nous emmenez où exactement là? Aujourd'hui, on a 3 lionceaux qui viennent d'avoir 2 mois. Donc c'est leur première vaccination. Ah bah super, alors allons-y. On va voir les lionceaux. Allez. Donc ça c'est un vaccin pour quoi? C'est contre 3 maladies infectieuses. Et ce sont des maladies qui sont dues à l'alimentation, au changement de climat? C'est généralement des maladies qui sont dues à une infection qui est apportée par un autre animal de la même famille. Alors, est-ce que ça veut dire que chaque animal a un carnet de santé avec un suivi médical? Oui, exactement. Après chaque acte médical, que ce soit un cas de traitement ou de prophylaxie, on a des fiches qui sont spécifiques où c'est noté l'animal, le jour de la date et le jour de l'intervention et le jour de l'intervention prochaine. Par exemple, si on veut expédier un animal vers un autre zoo, il y a beaucoup de procédures à suivre, parmi lesquelles il y a des vaccinations qu'il faut apporter aux animaux. Et il ne faut pas oublier que les maladies généralement qui atteignent le lion, c'est les maladies qui atteignent le chat. C'est un petit peu la même famille. Donc on craint qu'il y ait introduction de germes ou de virus par l'intermédiaire de soigneurs. On prend les précautions nécessaires, les précautions hygiéniques, etc. Mais la vaccination reste un volet très important. Personnellement, vous, qu'est-ce que vous pensez de cette question de réintroduire éventuellement les lions dans leur milieu naturel? En fait, la réintroduction ne dépend pas seulement de l'espèce qu'on doit introduire, mais il dépend de tout un écosystème qu'il faut préparer pour garder l'équilibre.
n'a pas eu le temps de bien se présenter après cette scène mémorable chez les lions. Donc Cécile, je crois savoir que vous êtes responsable animalière. Oui, c'est ça, exactement. Alors en quoi consiste exactement cette fonction par rapport au travail du vétérinaire? Donc en fait, on est complémentaires, c'est-à-dire que Sad reste sur le côté vétérinaire vraiment pur. Et moi, je vais gérer toute l'équipe animalière qui se comprend de 30 soigneurs. D'accord. Donc je les gère au quotidien. Mais vous, en fait, vous assurez au quotidien le suivi de tous les animaux. Et alors, 30 personnes pour 1700 individus, c'est un ratio correct ou on est comment? C'est un ratio correct, Ouais. c'est correct, oui, oui. Et donc, les soins quotidiens, ça consiste en quoi exactement? Donc, bon, il y a, j'imagine, la nourriture. Donc tout ce qui est nourriture, il y a tous les soins de nettoyage qui sont très importants. Il y a l'observation des animaux également qui est très importante. Donc ça, elle est faite et par les vétérinaires et par moi, mais également par les soigneurs qui vont être chargés tous les jours c'est la première chose qu'ils vont faire, c'est d'observer leurs animaux, voir si tout va bien. En fait, il y a 8 secteurs complètement différents. Et puis après, j'ai des polyvalents qui vont être susceptibles de tourner sur différents secteurs. On est devant la volière aux vautours parce qu'il faut qu'on enlève les jeunes vautours qui sont présents dans cette volière pour les isoler dans un autre endroit puisqu'ils vont partir très prochainement. Dans un autre zoo? Alors, ils vont partir dans un autre zoo, oui, en premier lieu. D'accord, eh bien allons-y, allons voir ça de plus près. On voit le spécialiste des vautours. On va essayer de s'approcher doucement, mais il y a de l'agitation quand même. Hein. Oh là là, c'est la panique chez les vautours. Ils viennent d'en attraper un. Alors là, donc, vous allez les mettre après dans des boîtes? Tout à fait, on le met dans une caisse de transport. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce volatile, son âge, ses caractéristiques? Donc ça, c'est un tout jeune vautour, un tout jeune vautour fauve. Donc à quoi il se reconnaît? Il se reconnaît à sa collerette, qui est brune. Elle va rester brune à peu près 4 ans. Et après, en fait, c'est l'âge auquel il devient adulte. Elle va devenir blanche, comme celle que l'on a chez les autres oiseaux. D'accord. Et voilà. ça, ce sont des vautours qu'on trouve uniquement au Maroc ou Non, alors ça, ce sont des vautours qu'on va trouver dans tout le nord de l'Afrique, mais également en Europe. Et à partir jusqu'en Europe de l'Est. Voilà, on les trouve dans toute cette zone. Après les lions, les vautours, c'est vraiment une journée riche en émotions. Ah, tu vois, tiens, tu peux toucher. Ce que je te disais, c'est pas de la fourrure, hein, c'est vraiment du plumage, c'est du duvet, c'est même un duvet. Voilà. Oh, pépère. Bah oui, il est gentil. Ils ont des petits noms? Non, ils n'ont pas de nom ont encore. Pas encore. Ça viendra, mais pour l'instant, ils n'en ont pas. D'accord. Et vous, comme ça fait longtemps apparemment que vous travaillez avec eux, vous les connaissez bien? Ils les connaissent un par un. Un par un. D'accord. Donc lui, il va rejoindre un nouveau zoo. Exactement. D'accord. Dans quel pays? En France. En France? En France. Et après, il risque fort de partir ailleurs. D'accord. Il va faire un transit par la France. Ah, je crois attention, que... baisse. Ouais. Attention à toi. Un petit caca. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Hein. Donc là, Cécile, si j'ai bien compris, ils vont rester en quarantaine? Oui, exactement. Et quel est l'objectif de cette quarantaine? Alors l'objectif, c'est juste de laisser ceux-là vraiment tranquilles, parce qu'on va arriver bientôt dans la période où ils vont commencer à faire leur nid. Et les jeunes sont en général très agités. Voilà. Et ils vont avoir tendance à embêter les plus vieux. Donc le but, c'est vraiment de les laisser tranquilles. Oui, il reste une. Docteur Sali, bonjour. Bonjour. Comment madame. ça va? Bonjour monsieur. Ça va? Alors je vois qu'on réceptionne ici la viande
Donc pour nos animaux carnivores? Aujourd'hui, on reçoit la viande, la dotation hebdomadaire de viande. Ouais. Donc c'est une viande des équidés qui est donc estampillée dans un abattoir donc agréé et inspecté. Et nous ici, on fait le contrôle aussi et le pesage. Donc ce sont des équidés que vous donnez Oui, c'est des équidés qui sont abattus dans un abattoir et on réceptionne donc chaque semaine donc la dotation pour les carnivores du jardin zoologique. Alors ça représente à peu près quelle quantité? Parce que bon, on l'a déjà dit, il y a à peu près 1700 individus dans ce zoo. Donc ce sont quelles quantités de nourriture que vous recevez hebdomadairement? Parlons de la viande, nous recevons donc environ 1400 à 1600 kilos par semaine. Ah ouais. Et donc cette viande, elle est découpée, soit en viande hachée, soit en petits morceaux pour tous les carnivores du zoo. D'accord. Alors, j'aperçois ici des carottes râpées, du raisin, des pommes, des bananes. C'est pour qui tout ça? Pour nos animaux du jardin zoologique, comme vous le remarquez, il y a une diversité donc, des rations alimentaires. Donc environ 120 rations alimentaires sont préparées chaque jour en respectant les régimes alimentaires par classe d'animaux. Par exemple, ici, on voit donc, des rations destinées à un animal carnivore avec des morceaux de viande coupés et de la vitamine. Donc ça, c'est pour un individu? C'est pas pour un individu. Il y a les fruits, donc les animaux qui ont besoin de fruits et de légumes. Donc on donne chaque jour les singes. Donc il y a toute une ration alimentaire qui est préparée et cette ration elle est calculée sur la base des besoins d'entretien et de reproduction des animaux. Et parallèlement à ça, donc on ajoute les vitamines, les oligo-éléments pour tous les animaux du zoo. D'accord, vous les ajoutez directement dans les rations? Il y a des vitamines, des minéraux qu'on ajoute dans la ration ou bien dans l'eau de boisson. D'accord. Et alors là, je vois donc des soigneurs qui s'occupent de préparer, en fait, de couper. Donc ici, en fait, si je comprends bien, vous réceptionnez les aliments en l'état et tout est découpé, préparé directement par les équipes de soigneurs. Effectivement, donc nous recevons à la cuisine centrale et au magasin de stockage toutes les denrées alimentaires et l'alimentation générale. Oui, ici, donc on prépare les rations alimentaires pour les animaux en fonction de leur régime alimentaire. Comme vous remarquez ici, donc il y a pour chaque animal ou bien groupe d'animaux sa ration. Cette ration elle est calculée sur la base donc, de ses besoins nutritionnels ou bien de reproduction. Et donc il est diversifié en fonction des denrées donc, qui lui sont destinées. Là, on a aussi des graines. Donc ça, c'est pour qui? Alors ça, c'est pour les singes. Donc il y a donc, les cacahuètes, il y a le tournesol, il y a l'aliment industriel. Et donc nous diversifions la ration alimentaire pour tous les animaux, donc pour répondre à leurs besoins et à leur régime alimentaire. On tient aussi donc pour le concentré, donc tout ce qui est orge, maïs et concentré, nous avons donc l'espèce animale, la quantité journalière en kilos d'orge, de maïs, d'aliments industriels et le total. Et tout ça est pesé chaque jour et distribué à partir de la cuisine centrale. Et les soigneurs au niveau du zoo, donc ils donnent ces rations alimentaires pour chaque animal ou bien un groupe d'animaux. C'est-à-dire la chaîne elle est maîtrisée depuis l'inspection des denrées alimentaires et sa pesage jusqu'à l'animal. Donc toute la chaîne elle est informatisée, maîtrisée, il y a une procédure qui est stricte et rigoureuse pour vraiment répondre aux besoins des animaux. D'accord. Alors j'imagine évidemment que le budget alimentaire est important par rapport au budget de fonctionnement du zoo. On est à peu près sur quel ordre de grandeur? Oui, le budget alloué pour l'alimentation par rapport au budget d'exploitation, c'est environ 10 à 12% donc du budget. D'accord. Mais enfin en même temps c'est un peu normal parce que c'est quand même la base de la santé des animaux. Eh bien, écoutez, en tout cas merci de nous avoir accueillis puis on se revoit un peu plus tard. Merci à vous. Là, nous venons de rentrer dans la clinique vétérinaire du zoo et donc où j'ai rendez-vous avec le docteur Azizi. Je ne sais pas encore pour quel type de soins ou d'opération.
Donc on va rentrer tous ensemble. Alors, c'est un petit magot? Exactement, une femelle. Qu'est-ce qui lui arrive? Il a eu des plaies traumatiques suite à des bagarres avec des congénères au niveau de son groupe. Et alors, qu'est-ce que vous lui faites là? Il y a une petite plaie. On va faire des points de suture. Il y a une autre plaie plus ancienne qu'on va soigner. Là, j'imagine qu'elle est endormie. C'est juste une tranquillisation pour... la maintenir un peu tranquille. Exactement, ouais. et pour travailler de façon plus aisée. Et alors, il n'y a pas de risque que, par exemple, elle s'enlève toute seule les fils ou... Si, avec les magots, c'est des animaux qui sont très actifs et très curieux. Quand elle va se réveiller, la première chose, c'est qu'elle va essayer de les arracher. De toute façon, c'est un travail de routine. Donc c'est ici que vous exercez principalement Cela dépend des animaux. Il y a des animaux qu'on ne peut pas transporter, de grands animaux. Et selon les actes. Il y a des actes qui demandent beaucoup d'asepsie et d'autres qui demandent moins. Généralement, on a une salle d'opération qui est juste à côté pour les petits animaux. On dispose d'un matériel important d'anesthésie gazeuse, d'anesthésie chimique. On a des équipements pour l'imagerie, on a un appareil radio, une échographe. Ah d'accord, donc c'est dernier cri quoi. Oui, exactement. On a un endoscope. Elle est bien entourée en tout cas. Hein. Exactement. De la caresse. Ce sont des soigneurs qui travaillent à proximité des primates. Vous avez Amine, c'est lui qui l'a baptisé. Alors c'est quoi son petit nom? C'est Shakira. Shakira. Parce qu'elle danse aussi bien qu'elle. Mais écoutez, moi je vais vous laisser terminer. Je vous dis à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bye bye ma belle. Bon courage. À tout à l'heure. Alors donc là, on est dans la grande plaine. Il y a plein d'animaux différents. Qu'est-ce qu'il y a à peu près comme... Bon, là on voit les buffles, les zèbres. Alors ce sont des Watusi, ce sont ce qu'on appelle également des bovins encollés. Ce sont des vaches qui sont domestiquées en Afrique. Ah d'accord. Et qui donnent beaucoup dont on se sert pour la viande, le lait, etc. Vous avez les élans du Cap, qui sont juste ici. On va peut-être aller avec Adlaoui, parce que donc c'est le responsable soigneur de la zone. D'accord, donc là, ils leur donnent de la paille. Exactement, ils ont du fourrage qui est ici, et puis ils vont avoir de la luzerne qui leur est donnée également. Donc ils mangent une fois par jour? Ils vont manger en fait plusieurs fois dans la journée. Ils ont le fourrage le matin, et puis ils vont avoir dans la soirée un concentré. Qui est en fait c'est un concentré de différentes herbes qui leur sont données. Et alors, donc, pourquoi avoir mélangé les animaux sur cette plaine? Parce que c'est vraiment pour reproduire à l'identique? Ça reproduit exactement à l'identique ce qu'on peut retrouver, dans leur milieu naturel. D'accord. Et là, donc, on risque rien. Moi, j'ai la tenue de camouflage officielle. Exactement. Okay, exactement. Et puis Abdelaoui est là, il connaît très très bien ces animaux, donc là-dessus, il n'y a vraiment aucun risque. Ça fait plus de 30 ans, c'est ça qu'il travaille dans un zoo? Exactement. Il travaillait dans l'ancien zoo avant, et puis il est venu ici nous rejoindre, donc c'est une très bonne chose, puisqu'il permet aussi la formation des nouveaux soigneurs. Comme Issam, d'ailleurs, qui est avec lui en formation. Alors là, je vous dis tout de suite, c'est très impressionnant parce qu'on est vraiment au milieu des animaux, ce qu'on ne peut jamais faire évidemment quand on visite un zoo. Et je dois dire que finalement, on s'y fait assez bien. Hein. Oh là, non, là je m'avance un peu.
Voilà. Pas de problème. Venez par là. Ah, Abdelawi nous fait signe, donc on va se reculer un peu. Ah ouais. Et il arrive parfois que, par exemple, ces vaches chargent d'autres... Oui, ça arrive. Alors, soit c'est les zèbres qui vont embêter les autres. Les zèbres sont très cabotins. Voilà, merci. Et ils vont avoir tendance à aller embêter les autres. Les Watusi, c'est vraiment les maîtres de la plaine, donc c'est eux vraiment qui vont être les premiers à venir manger. Et puis après, on a les petites gazelles d'Orcas, Ouais. Vous voyez ce petit troupeau. Elles sont toutes mignonnes. Elles sont toutes mignonnes. Alors les gazelles, il faut savoir que c'est très peureux. Ouais. C'est très peureux. Et les toutes petites pattes que vous avez, en Ouais. fait, c'est là où on a un risque de Fracture. exactement. D'accord. Et là, ce sont des zèbres qu'on trouve où, par exemple? Alors ça, ce sont les zèbres de grande, c'est ce qu'on appelle les zèbres de plaine. Ouais. C'est des zèbres dont il reste vraiment beaucoup d'individus dans le milieu naturel. D'accord. Et on en trouve vraiment dans le plein centre de l'Afrique et même en Afrique du Sud. Ouais. Voilà, alors, si vous regardez bien, en fait, ils font différents points de nourrissage. Parce que si on mettait tout au même endroit, les Watusi, ils prendraient tout. Et donc les autres n'auraient plus rien. D'accord. Donc là, le but d'avoir vraiment différents points de nourrissage, ça permet d'éviter vraiment les bagarres et la dominance effective qu'ont les Watusi sur les autres. Alors, on le rejoint, je pense? Oui. Ouais. On vous rejoint? Alors, moi, je vous écoute. Hein. Ouais, et on met doucement, je suis là. Ah, moi, je peux lui donner à manger? Non. Non? D'accord. Je donne pas alors. Vaut mieux pas. Non, mais j'écoute. Voilà, c'est ça. Oh, il méritait. Il a quoi? Il méritait. Alors donc là, on voit Boubker nourrir les guépards, mais il risque rien? En fait, ils risquent rien parce que Micha et Mouche sont deux guépards qui ont été élevés à la main. Donc ils sont habitués à l'être humain. Mais c'est impressionnant parce que là, vraiment, on a l'impression de deux gros matous fort sympathiques. Tout à fait. Alors ça reste quand même, il faut rester quand même vigilant parce que c'est des animaux, une fois étant imprégnés, ils peuvent avoir des réactions qui peuvent nous surprendre. Et donc c'est là où ça peut devenir dangereux. D'accord. Et donc là, ils sont nourris combien de fois, eux Donc ils sont nourris en fait 2 fois. Ils vont être nourris, ils vont avoir un petit repas l'après-midi et puis le soir ils ont le reste de la nourriture. C'est un mâle et une femelle ou C'est un mâle et une femelle, oui. Et donc ils peuvent se reproduire? Alors dans l'absolu, dans cet espace-là, ils ne peuvent pas parce que la reproduction des guépards en captivité est relativement compliquée. Il faut en fait séparer le mâle de la femelle pendant un certain temps, qu'ils ne se voient pas et qu'ils ne se sentent pas. On va, nous, de notre côté, observer comment se comporte la femelle, essayer de trouver son cycle. Une fois qu'on a trouvé le cycle, en fait, on va ramener le mâle et donc on sortira le mâle la nuit et la femelle donc sera rentrée la nuit et inversement. D'accord. Une fois ça fait, le mâle, en fait, il va ressentir les chaleurs de la femelle. Et donc c'est assez impressionnant, hein, c'est des grands piaillements de la part du mâle. Et à ce moment-là, on met en contact la femelle avec le mâle. Et là, on a très peu de temps pour avoir des accouplements, puisque ça dure 24 à 48 heures.
Ah oui, d'accord. Donc il faut vraiment tomber. Il ne faut pas rater le coche. Voilà, quoi. il faut vraiment tomber sur le bon moment et c'est pour ça que c'est aussi délicat de faire la reproduction de ces animaux. Ah, mais en tout cas, c'est une grande histoire avec Boubker. Ah oui, c'est une grande histoire d'amour. Par exemple, quand il n'est pas là, lui, parce que j'imagine qu'il se repose comme tout le monde, les autres soigneurs ont le même type de rapport avec les... Ils ont exactement le même type de rapport avec ces animaux. Le but, c'est en fait le soigneur qui a le plus d'expérience avec les guépards n'est pas là aujourd'hui, mais il a formé Boubker. Et il a également formé les nouveaux soigneurs, de manière à ce qu'ils puissent, quand lui n'est pas là ou quand Boubker n'est pas là, qu'ils puissent intervenir auprès des guépards, de manière à ce qu'il y ait le moins de risques possible. Très bien. Mais par exemple, moi je pourrais prendre la place de Boubker, par exemple? Vous, toute seule, non. Quand même. Toute seule, non. Accompagnée, oui, ça serait faisable. Mais toute seule, non. Parce qu'ils ne vous connaissent pas et du coup, il y aurait là un risque d'attaque du guépard. Ben alors on va rester là, on est bien après tout. Hein. Ouais, on est bien. Oh, la femelle, elle mange, elle est tranquille dans son coin. Laissez-moi mon morceau de poulet. Il a carrément le poil hérissé là. C'est Boris ou c'est quoi son petit nom? C'est Tarzan. Là, il nous lance des choses. Hop là. Par exemple, je le dérange là ou C'est juste qu'il est un petit peu agacé parce qu'il attend, un petit peu la nourriture. Donc là, vous le nourrissez de fruits et il mange combien de fois par jour à peu près? Ils vont manger, en fait, ils ont un gros repas le soir quand ils rentrent et après, plusieurs fois dans la journée, ils vont avoir des tout petits repas de manière à les occuper. D'accord. Et là, il est tout seul en fait ou il a d'autres... Non, il a des compagnons avec lui. Il a 2 compagnons avec lui. Il a Boris et Clay qui sont cachés, qui n'ont pas voulu se montrer. Donc s'il ne se montre pas, en fait, il va tout manger lui. C'est ça. Bon, il n'aura qu'une petite partie. Après, les autres, ils auront toujours leur ration le soir quand ils vont rentrer. Il vient d'où Tarzan? Alors Tarzan, il arrive de l'ancien zoo. Comme ses compagnons. D'accord. Donc il n'est pas très vieux. Hein. Quel âge il a, Boubker? 9 ans. 9 ans. Ouais. Oh là. Mais c'est pas gentil, Tarzan. Attention. Hein. Voilà, donc c'est un jeune chimpanzé. D'accord. C'est un tout jeune chimpanzé. D'accord. Ils se reproduisent facilement en captivité ou c'est plus compliqué que les lions? Maintenant, nous, on n'a pas de reproduction puisqu'on n'a pas de femelle. Ah d'accord, bah oui, comme ça au moins la question est réglée. Et pourquoi et vous comptez en faire venir ou Alors, c'est difficile? C'est compliqué parce que là, on a plusieurs mâles. Et on ne peut pas mettre, si on met une seule femelle, il y aura bagarre pour la femelle. Et donc, vous, dans le cadre des programmes de coopération que vous avez avec différents zoos, est-ce qu'il est prévu de faire venir des femelles ou Alors non, on a prévu nous de garder vraiment un groupe de mâles. Parce que faire partir les chimpanzés d'ici serait beaucoup trop compliqué. De les faire partir du Maroc. Et en faire venir? En faire venir, c'est beaucoup plus simple. Mais après, si on imagine qu'il y a de la reproduction, les petits que l'on aurait ici seraient très compliqués à faire partir. Et donc nous, au bout d'un moment, on aurait un problème de place. Alors là, on voit Tarzan qui... Voilà, il va encore nous lancer un petit caillou. Hein. Il trifouille. Mais ça arrive. Mais appelle tes copains. Après les lions et les vautours, j'aimerais pas quand même qu'il m'arrive un truc avec un chimpanzé. Ce serait dommage. Ce serait dommage, franchement. D'accord. Allez, pour faire la paix. Mais j'espère que ça va arriver. Hein. Hop, voilà. Tu vois. C'est bon, tu es embauché. C'est impressionnant. T'as réussi le concours le test. Le test. Voilà. Tarzan m'a adopté. Voilà, c'est ça. C'est bien. C'est que du bonheur pour Monsieur Hippopotame. Oui, c'est vraiment que du bonheur. Ça, la douche, c'est vraiment le moment privilégié de l'hippopotame.
Oui, parce qu'en fait, ils ne doivent pas se déshydrater. Non, ça en fait, ils ont une peau qui est très fragile, même si elle est très très épaisse. Vraiment, la première couche de peau est très sensible et très fragile. Et c'est pour ça que le fait de leur faire une douche, ça permet vraiment de réhydrater la peau. D'accord, mais pourquoi ils ne sont pas dans un bassin finalement? Pourquoi ils sont là? Alors là, pour l'instant, on a des travaux au niveau du bassin. C'est pour ça qu'ils sont à l'intérieur. Et combien même le bassin serait utilisable, je ne pourrais pas mettre tous mes hippopotames en même temps dans le bassin. D'accord. Donc en fait, tous les animaux du zoo ne sont pas forcément exposés à l'extérieur. Ils ne sont pas systématiquement exposés. Maintenant, ils vont tous sortir à tour de rôle au niveau des enclos, ce qui est très très important pour eux, au moins de prendre le soleil et de prendre l'air. Tu veux le faire, Laetitia? Je vais bien essayer. Allez, tiens, vas-y, viens à ma place. Attention, fais attention. Hop là. Ça, c'est que du bonheur. Et vous avez combien d'individus On a 5 individus. D'accord. Ça, c'est un mâle, vu la taille? Ça, c'est un mâle, exactement. Je peux l'appeler Léon, alors? Cécile, je vais devoir vous laisser. J'ai rendez-vous avec le docteur Sally. En tout cas, je voulais vous remercier vraiment pour votre gentillesse, toutes les informations que vous nous avez données. Et je vous souhaite une très bonne continuation avec vos amis les bêtes. Eh ben, merci beaucoup, c'était avec grand plaisir. Au revoir, bonne fin de journée, à bientôt. Merci vous de même, au revoir. Alors, docteur Sally, j'ai voulu vous retrouver dans cette pièce qui est donc destinée aux ateliers pédagogiques, parce que j'ai cru comprendre que c'était une partie importante des missions du zoo. Donc, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de ce qu'on peut voir ici et des activités que vous avez envers les enfants, les jeunes publics? Oui, effectivement, parmi les missions du Jardin zoologique national, c'est l'éducation relative à l'environnement. Effectivement, nous nous trouvons dans un centre pédagogique. C'est ici on reçoit les enfants et à travers des programmes et des ateliers éducatifs que les messages passent aux enfants pour avoir des connaissances sur les animaux, leur biotope. Et après, il y a un circuit au niveau du zoo pour donc faire connaître aux enfants les animaux du zoo, leur habitat naturel, le mode de vie de ces animaux, la biologie, etc. Et c'est à travers ces programmes pédagogiques donc, que les messages passent pour la sensibilisation de la nature et de l'environnement d'une façon générale. D'accord. Donc là, on peut observer certains squelettes, donc le crâne d'un zèbre, d'un crocodile, d'ailleurs qu'on préfère voir comme ça que comme on l'a vu un peu plus tôt dans la journée. Ça a vocation aussi à être montré aux enfants pour leur expliquer quoi, par exemple? Et il y a un programme éducatif bien ficelé en fonction des classes d'âge. Donc, à travers ces classes d'âge, donc, il y a des messages qui concernent une catégorie d'enfants, de quoi ils ont besoin, qu'est-ce qu'ils doivent savoir, jusqu'à l'âge d'adolescence, puis il y a les adultes aussi. Donc, à travers ces classes d'âge, donc il y a des messages qui sont à haut niveau, différents, etc. Donc, il y a exactement, il y a un programme éducatif très très bien fait pour répondre, bien sûr, dans le sens de l'éducation d'une façon générale pour nos enfants. D'accord. Alors, est-ce que ça fait partie aussi, par exemple, des programmes que vous développez, parce que pour faire partie de la fameuse organisation internationale des zoos et aquariums, et si oui, quel est l'intérêt pour un zoo comme celui de Rabat de faire partie de cette association?
Voilà que ça fait partie de nos projets, donc c'est un positionnement international. Alors, vu que notre zoo il est conçu sur des normes et standards internationaux, nous sommes en phase d'adhésion à l'OISA. En anglais, le sigle de cette fameuse association c'est dont je viens de parler. l'Association mondiale des zoos et aquariums. Donc, nous sommes en processus d'adhésion à l'OISA et à travers nos adhésions, à travers donc notre réponse aux missions, les 4 missions fondamentales de chaque zoo, nous essayons donc de remplir pleinement ces missions. Nos projets aussi donc d'adhérer à des programmes internationaux de conservation des espèces animales. Donc c'est à partir de cela que nous allons nous positionner, que ce soit une conservation in situ ou ex situ, et à travers donc la recherche scientifique sur la faune et son biotope que le zoo donc met en relief ses capacités. Très bien. Mais écoutez, je crois qu'après cette journée qui a été très complète, au cours de laquelle personnellement j'aurais vécu beaucoup d'expériences nouvelles, je tiens à vous remercier au nom de toute l'équipe vraiment pour votre accueil et j'invite tous les téléspectateurs à venir très prochainement visiter ce zoo, en tout cas pour tous ceux qui ont la chance de passer par Rabat. Docteur Sali, je vous remercie. Bonne fin de journée. Au revoir.